Et vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Découvrez l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Le film, les livres, le jeu de cartes et nos événements comme le congrès à Arcachon ou le week-end au hameau de l'Étoile. Toutes les infos sur c'estquoilebonheur.fr. C'est quoi l'amour pour vous? Rendez-vous les 24 et 25 octobre au Palais des Congrès d'Antibes pour le premier congrès C'est quoi l'amour pour vous? Un rendez-vous puissant pour remettre l'amour au cœur de notre société. Pour prendre votre place, c'est très simple, vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» dans un moteur de recherche et vous pourrez prendre votre place directement sur le site. Les places sont limitées à 500 personnes. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour Julie. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va bien, merci. J'ai passé un bon week-end. J'étais notamment dans les carrières de lumière. Je sais pas si tu connais. Ah, pas C'est du tout. vers les Baux-de-Provence et c'est assez dingue en fait ce qu'ils ont fait. Donc c'est des carrières et dans les carrières ils ont fait une exposition lumière et là c'est autour de Picasso et de Frida Kahlo. Je sais pas si ça te parle. Ah, magnifique. Oui, oui, bien Ouais, sûr. c'est un truc de dingue et donc ils l'associent avec de la musique, c'est hyper immersif, c'est doux, enfin ça fait beaucoup de bien, c'est beau, ouais, je recommande vivement. Carrière de Ah, lumière. génial. Trop bien. Julie, je vais te laisser te présenter, tu vas voir 1 heure, ça passe super vite, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour, savoir, qui tu es, ce que tu fais? Alors ça, c'est un vaste sujet. Déjà, au niveau perso, donc je m'appelle Julie, j'ai 41 ans, je vis à Nantes et je cohabite avec mon chat et mon chien. Mmh. Ou devrais-je dire, je vis chez eux. Oui, c'est ça, oui. Et au niveau du travail, je suis une ancienne chercheuse. J'étais, maîtresse de conférences, donc enseignante-chercheuse à l'université et aujourd'hui, je travaille comme indépendante en tant que conférencière et autrice principalement. Et je suis aussi podcasteuse et je propose, pas mal de contenus en ligne, gratuits ou payants. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de casquettes différentes. OK. Bah, on se retrouve aujourd'hui autour d'un bouquin que tu as écrit, qui s'intitule, «Qu'est-ce que vous croyez?» Une enquête, scientifique, mais pas chiante, sur les bienfaits de la spiritualité. Ce livre, il est sorti quand? Il est sorti, le 18 février de mémoire. Ouais, OK, ouais, donc c'est récent. J'ai eu, la chance de pouvoir le lire, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était une approche que j'avais déjà entendue, depuis un petit moment, hem, mais c'est vrai qu'en France, bah, tu vas sûrement nous l'expliquer, on n'est pas encore, adepte de tout ça et donc peut-être que ce serait intéressant déjà que tu nous dises, bah, c'est quoi en fait ce bouquin? Qu'est-ce que vous croyez? Alors ce livre, c'est de la vulgarisation scientifique, donc j'essaye de rendre accessibles, les recherches, sur le lien entre spiritualité et santé mentale. C'est-à-dire qu'il y a différents facteurs qui peuvent contribuer à notre santé mentale, à une bonne santé mentale ou une santé mentale dégradée. Par exemple, la génétique. On sait que quand on a eu un parent qui a souffert de dépression, on a 2 à 3 fois plus de chances de souffrir de dépression à son tour. Ça peut être aussi évidemment les conditions socio-matérielles, d'existence, ça peut être certains traits de personnalité. Donc il y a plein, plein, plein de facteurs qui entrent en compte et la spiritualité, c'est un des éléments, qui a été identifié. Alors, il y a un lien de corrélation, pas de causalité, de corrélation qui est pas hyper, fort, mais qui quand même existe et donc qui, justifie qu'on fasse des recherches pour essayer de comprendre comment la spiritualité, elle peut contribuer à notre santé mentale. Et ça, je crois que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup, surtout en France et tu as commencé à en parler, où on est assez sceptique et assez frileux à l'égard de la spiritualité, mais souvent sans même savoir en fait ce que recouvre ce mot, parce que c'est quand même, complexe. Oui, c'est ça, ouais. Si toi tu devais donner une définition d'ailleurs à spiritualité, tu mettrais quoi comme définition derrière? Ce que disent les chercheurs et chercheuses, déjà, ils font la différence entre spiritualité et religion. Mais en vérité, ce sont des concepts multidimensionnels, donc c'est hyper compliqué,
de donner une définition, une description unique et d'ailleurs, c'est une des difficultés dans ce champ de recherche, c'est de s'accorder sur une définition. Pour l'instant, c'est encore un chantier, j'ai envie de dire. Mmh. La religion, c'est une institution sociale qui s'organise autour de pratiques, de croyances, de rituels communs. Tu vois, par exemple, on Ouais. va à l'église le dimanche, voilà. La spiritualité, c'est un élan qui est beaucoup plus personnel, plus individuel, où on va essayer, tout seul dans son coin, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Je vais essayer de me connecter à l'univers, je vais essayer de me connecter, à la sagesse de mes ancêtres, à la nature, à ce que j'appelle Dieu, mais derrière ce mot, je peux mettre plein de choses différentes et par tout un tas de pratiques. Donc par le chant, par la prière, par une marche en forêt, par la respiration holotropique, tu vois? Donc c'est Oui. très, 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 diversifié et donc c'est plus personnel que la religion. Est-ce qu'on peut mettre derrière le nom de foi? Je t'explique pourquoi je te dis ça, parce que moi je suis pas, j'adhère pas forcément à une religion. Par contre, j'ai le sentiment d'avoir foi en la vie, tu sais? Oui, c'est ça en fait le terme plus juste. J'ai l'impression d'avoir foi en la vie. Est-ce Ouais. est-ce que tu le mets dans cette grande étiquette de la spiritualité quand quelqu'un te dit: «Moi j'ai foi en la vie»? Bah, bien sûr. Ouais, 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 pour moi, OK. ça rentre, là-dedans parce que, ça dépend ce que tu appelles la vie. Mais, si pour toi, la vie, c'est quelque chose qui te dépasse, il y a la notion Oui, aussi du mystère, oui. oui, complètement. Donc c'est quelque chose de Mmh. plus grand que soi et on se sent relié à la vie, au mystère et à la beauté de la vie et on a confiance en la vie. Donc oui, c'est une forme de spiritualité. Mmh. Toi-même, tu cultives une forme de spiritualité? Cultiver, derrière ça, moi, je mets des pratiques et j'ai finalement assez peu de pratiques. C'est plus un état d'esprit, je crois. Mmh. Où, je suis hyper croyante, mais là aussi, comme toi, sans m'inscrire dans une religion. Mmh. Mais je sais que cette vie, ça c'est ma façon de voir les choses, hein, mais c'est, une expérience qui nous permet de vivre tout un tas d'émotions, Mmh. d'apprendre, de grandir et que la mort n'est qu'une étape. Ouais. Ouais. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie, d'ailleurs de t'emparer de ce sujet? Alors, moi j'étais pas du tout sur ces sujets-là avant. Je suis neurodivergente, je suis autiste et TDAH, Mmh mh. et j'ai beaucoup travaillé sur la question notamment de l'autisme. Et en fait, je suis arrivée à la spiritualité un peu sur le tard parce que, j'ai longtemps souffert d'une dépression chronique. J'ai essayé beaucoup de choses pour aller mieux et un peu, en fin de course, alors j'étais désespérée, je savais plus trop quoi faire. Eh bien, je suis tombée sur, les psychédéliques et j'ai appris que notamment des macrodoses de psilocybine, qui est l'ingrédient actif des champignons magiques, eh bien, ça peut être très bénéfique pour les états dépressifs. Ça, je savais pas du tout. Ça a été vraiment une grosse découverte. Tu Donc je me m'étonnes. suis documentée là-dessus, j'ai lu des études scientifiques et tout ça, et j'ai compris aussi par le biais de ces études scientifiques que parfois, quand on prend une macrodose de psychédéliques, alors que ce soit des champignons magiques ou autre chose, ça peut être de l'ayahuasca, ça peut être du LSD, on peut avoir ce qu'on appelle une expérience mystique. Alors ça peut prendre des formes différentes, mais souvent c'est, la sensation que notre, individualité, peut se dissoudre comme ça dans le grand tout et qu'on réalise qu'on fait vraiment partie du grand tout, qu'on est à une Mmh. goutte d'eau dans l'océan. Et ça, ces expériences mystiques sous psychédéliques, les chercheurs, ont étudié que c'est un peu, un élément crucial parce que ça permet d'avoir des effets d'autant plus bénéfiques sur la santé mentale et à plus long terme. Et donc c'est pas rien. Donc ils essayent aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on peut maximiser les chances d'avoir une expérience mystique et cetera. Et moi, en découvrant tout ça, je me suis dit: «Mais c'est absolument incroyable». J'ai consommé de la psilocybine en macrodose pour guérir de ma dépression, ça m'a énormément aidée et j'ai eu l'incroyable chance de vivre une expérience mystique un jour sous macrodose. Et ça a changé ma vie. Et donc ça m'a amenée à me questionner sur ce lien quoi, de me dire: «Bah, c'est quand même fou, spiritualité, santé mentale, j'aurais pas parié là-dessus, donc comment ça marche? C'est quoi les mécanismes sous-jacents en fait, à ce lien entre spiritualité et santé mentale?» Donc ça, c'est vraiment le point de départ du bouquin. Mmh. Oui, sachant que cette pratique, se fait beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. En France, je crois que on en est quasi au début, non? Alors, en fait, aux États-Unis, il y a seulement, 2 États dans lesquels, c'est légalisé, pour D'accord. l'instant et légalisé encore dans un cadre médical, hein. C'est Mmh mh. légalisé aussi, en Australie, donc la psilocybine est légalisée, également la MDMA pour, le stress post-traumatique et en France, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors c'est légalisé aussi aux Pays-Bas d'ailleurs et même en usage récréatif. Mmh. En France, bon, comme toujours, on est un peu à la traîne, mais ça se fait quand même. C'est-à-dire Mmh. qu'en France, les personnes consomment,
soit seul, soit avec, des guides underground, et ça existe, depuis un moment déjà. Et ce qui est dommage, c'est que justement, comme c'est pas légalisé, eh bien, on le fait sans trop savoir à qui on s'adresse, par qui on se fait accompagner, et parfois, ça met les personnes dans des situations, à risque, quoi. Bah oui, c'est ce que je pensais, ouais. Tu parles de macrodose, mais pas de microdose. Non. Ça veut dire la même chose ou c'est 2 Non. non, En OK. fait, c'est vrai que ce dont on entend pas mal parler, c'est de microdoses, et notamment, par exemple, des microdoses de LSD, beaucoup là, en lien avec la Silicon Valley pour, booster sa créativité, sa productivité, et Mmh mh. cetera. Moi, je parle vraiment de macrodoses. Dans la recherche, ce qui est étudié et ce qui fait ses preuves, ce sont les macrodoses, c'est-à-dire des doses suffisamment fortes pour être hallucinogènes. Donc la personne, elle va vivre un trip psychédélique pendant 4 à 8 heures en fonction de la substance qu'elle Ouais, ouais. consomme, voire parfois même plus. Les microdoses, on n'a pas d'effet subjectif. C'est un effet subperceptuel. Et aujourd'hui, peut-être ça peut évoluer, mais pour l'instant, dans les recherches, il n'y a pas d'effets bénéfiques attestés des microdoses. Les gens ont l'impression que ça leur fait du bien, donc ça c'est déjà super, mais un peu, on pourrait dire presque comme un effet placebo, mais on n'a pas réussi à vraiment démontrer que ça a des effets, bénéfiques objectifs. Donc même Mmh. si c'est très à la vogue et très à la mode, et sans doute aussi parce que c'est aligné avec des intérêts productivistes, et tout ça, bah, c'est pas ça, qui marche. En tout cas, c'est pour D'accord. l'instant, c'est pas ce qu'on a démontré, quoi. Alors dis-moi si je me trompe, il me semble avoir entendu que ça pouvait être aussi, efficace pour, les TDAH, pour les 10. Enfin finalement peut-être, bon je vais l'élargir, hein, peut-être pour beaucoup de neuroatypies. Tu veux dire la consommation de psychédéliques? Exactement. Alors là, pour l'instant, là-dessus, on n'a pas beaucoup de données, Non, et ouais, moi, c'est d'accord. c'est pas ma spécialité, Ouais, donc je vais pas m'avancer là-dessus, d'accord, mais en tout cas, ce qui est vraiment étudié, c'est la dépression, le d'accord. stress post-traumatique, les addictions aussi. Là, Mmh. par contre, on a des données vraiment intéressantes. OK. Ah ouais, même sur les addictions, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. fou parce que ça enfin, moi, j'imagine pour les gens qui vont nous écouter, tu vois, quand tu entend de psychédéliques, de LSD, de produits comme ça, tu le disais d'ailleurs, ça sonne comme plutôt quelque chose de récréatif, on va dire, pour ceux qui seraient attirés, Mmh. mais on l'entend surtout pas comme quelque chose qui peut nous aider dans un état dépressif, dans de l'addiction, comme tu dis. C'est assez dingue, je trouve, tu vois? Ça bouscule un peu notre, vision des choses, je trouve, par rapport à ce type de produit. Oui, mais en fait, il faut bien, comprendre que, la vision qu'on a, mais des substances en général et notamment des psychédéliques, c'est un héritage culturel. Ça remonte, à la War on Drugs de Nixon dans les années 70, où, voilà, Nixon a criminalisé toutes les substances, et il y avait, derrière cette volonté, non seulement une question de santé publique, mais aussi une question de, pointer du doigt et criminaliser certaines communautés. Les hippies, qui lui posaient, problème parce qu'ils se révoltaient, et voilà, la guerre du Vietnam, et cetera, et aussi les communautés noires. Donc évidemment, en criminalisant certaines substances utilisées soit par certains hippies, soit par certaines communautés noires, eh bien, on pouvait aussi, emprisonner ces communautés-là. Donc il y avait vraiment une volonté politique derrière ça, et à partir du moment où ces substances ont été, criminalisées, ça a mis un coup d'arrêt à toutes les recherches qui pourtant existaient déjà dans les années 50-60. On avait déjà un certain nombre de recherches sur les bénéfices des psychédéliques, mais il y a eu un énorme coup d'arrêt, et ça reprend tranquillement depuis les années 2000, ce qu'on appelle la renaissance psychédélique. Mais donc maintenant, il va y avoir tout un travail de déstigmatisation à faire sur ces substances, parce que on a un imaginaire populaire qui s'est construit sur leur prétendue dangerosité, sur le risque de, finir, défenestré, faire un bad trip, et Oui. cetera, et tout ça, voilà, est à déconstruire et à modérer. Parce que, ce qu'on observe, c'est que les psychédéliques ont, des bénéfices vraiment importants avec des risques très limités, et que la balance bénéfice-risque, elle est vraiment extrêmement favorable. Mais ça suppose évidemment de consommer, dans une dynamique de réduction des risques, c'est-à-dire sans faire de Oui. mélange avec d'autres substances, en étant bien accompagné, en sachant ce qu'on consomme, bon, Ouais, évidemment. bien sûr. Oui, puis de manière raisonnable aussi. Mais raisonnable, qu'est-ce que tu entends par là? Tu Bah, veux dire, raisonnable dans le sens où que ça ne devienne pas une habitude et que tous les jours, tu en consommes, par exemple. ah bah, c'est pas possible. C'est ça Ah qui bah, est voilà. intéressant. Parce qu'en OK. fait, les psychédéliques, typiquement les champignons magiques, tu prends une grosse dose aujourd'hui, demain tu veux en reprendre, ça te fera aucun effet. Donc en fait, Ah ouais, OK. tu peux pas consommer tous les jours, et en plus de ça, comme les psychédéliques, c'est un voyage avec, des montagnes russes, des hauts et des bas, des émotions très intenses. Franchement, c'est pas toujours une partie de plaisir, quoi. Les gens, ils ont rarement envie d'y aller tous les jours, tu vois? C'est Oui, vraiment j'imagine, ouais. très challengeant, enfin, c'est très difficile parfois à vivre, donc il y a pas, du tout de potentiel d'addiction avec ces substances-là.
OK. Est-ce que c'est un peu comme dans toute, forme de thérapie, tu sais, parfois on peut avoir un discours un peu universel quoi, en disant, bah, parce que, de fait, bah, la personne l'a utilisé, l'a vécu, donc du coup ça rentre dans son système de croyance parce que du coup ça a été efficace pour elle. Elle aurait tendance après à le recommander à beaucoup de personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation qu'elle. Je sais pas, prenons le cas de quelqu'un qui a des addictions par exemple. Moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait peut-être pas le recommander à tout le monde, non, de pratiquer ce type Ah de bah, bien produit? sûr. Ouais. Alors déjà, les personnes, qui ont des problèmes de tension ou des problèmes cardiaques, c'est absolument pas recommandé. Mmh. Les personnes aussi qui sont bipolaires ou à risque de l'être, c'est-à-dire qui ont des proches parents qui, le sont, parce que ça peut déclencher une crise maniaque, c'est pas certain, mais comme on n'a pas encore suffisamment de données, voilà, on joue la carte de la sécurité. Mmh. Et aussi les personnes schizophrènes ou à risque de l'être, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà eu, par exemple, des bouffées délirantes par le passé ou là encore, qui ont des proches parents qui ont été diagnostiqués schizophrènes ou qui ont déjà eu des bouffées délirantes et cetera. Là, attention, parce que prendre ce type de substance, ça peut ensuite déclencher effectivement une décompensation, et il y a certaines personnes, c'est rare, mais certaines personnes qui ont besoin ensuite, d'être hospitalisées et voilà et ensuite Mmh. avec un traitement médicamenteux, tout rentre dans l'ordre. Mais donc pour ces populations-là, prudence, c'est vraiment pas recommandé effectivement. Mmh. OK. Dans ce livre, tu vulgarises, tu sais, les recherches, on entend souvent le mot vulgarisation scientifique, mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on comprend pas toujours bien ce que ça veut dire. C'est quoi pour toi la vulgarisation scientifique? Ouais. Alors, je crois effectivement que c'est assez flou pour les gens en général. Vulgariser, c'est, faire le pont entre la recherche académique, c'est-à-dire tout ce savoir qui est produit par et pour les chercheurs, mais qui souvent, se fait dans un langage technique, qui est publié dans des revues que personne ne lit en dehors du milieu académique, et le grand public. Donc Mmh. l'idée, c'est de rendre accessible ces savoirs. Mais ça, c'est pas juste, traduire en, langage simple, hein. Il y a tout un travail en amont. La première étape déjà, c'est de sélectionner les études pertinentes, parce que toutes les méthodologies ne se valent pas ou plutôt elles ne se valent pas pour tout. Tu vois, par exemple, on parle Mmh. souvent, du double aveugle randomisé contre placebo. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va créer c'est expérimental, on va créer, 2 groupes pour mesurer l'efficacité, bah, par exemple de la psilocybine et dans un groupe, on va donner de la psilocybine, dans l'autre groupe, on va donner, autre chose, un placebo par exemple et on ne sait pas, ni les chercheurs ni les personnes ne savent dans quel groupe elles sont. On le sait après et ensuite on va comparer, les effets. Bon, ça évidemment, c'est génial quand on veut évaluer l'efficacité d'une molécule. Mais si je veux comprendre ce que vivent les gens pendant une expérience psychédélique, le sens qu'ils vont donner à leur trip, comment ça transforme, leur rapport au monde, bon, bah, là, une étude quantitative en double aveugle, ça va pas me servir à grand chose. Je vais plutôt, privilégier des recherches dites qualitatives, c'est-à-dire, par exemple, quand les chercheurs, ils font des entretiens, approfondis avec les personnes pour bien comprendre leur vécu et tout ça. Donc une partie du travail de vulgarisation, c'est de savoir, bah, quelle méthodo est la plus adaptée pour, répondre à quelle question et de hiérarchiser les sources en conséquence. Et ça aussi, ça nécessite de beaucoup lire, donc pas juste le résumé de l'étude, hein, voir la méthode, voir les limites que les auteurs eux-mêmes pointent, les biais qui sont possibles, les éventuels conflits d'intérêts, croiser les études entre elles, enfin, tu vois, c'est vraiment quand même assez complexe et Ouais. après tu as tout le travail d'écriture et c'est là que ça devient, un exercice d'équilibriste parce que, rendre accessible, oui, mais il faut pas simplifier à outrance, il faut pas trahir et ça, souvent, c'est un écueil que j'observe, par exemple, dans la presse grand public où on va avoir, je sais pas, des titres incroyables du genre, oui, tenir un journal de gratitude tous les jours et bien, ça va réduire la dépression, bon. Alors, ça, moi, je me méfie beaucoup de ce genre de slogan parce qu'en général, les recherches sont très nuancées, sont complexes, d'une recherche à l'autre, ça peut se contredire. Donc il faut faire vraiment attention à ne pas faire dire à une étude ce qu'elle ne dit pas. Tout ça pour mettre en avant un résultat spectaculaire et tu vois, vendre des Ouais, revues, je vois. vendre des bouquins, quoi. Moi, ça, c'est pas du tout mon délire. Donc déjà, il y a cet écueil-là à éviter et puis l'autre écueil et ça serait plutôt le mien, comme je suis une ancienne chercheuse, c'est plutôt de rester collée, tu vois, au jargon un peu académique, Mmh. heu et de rendre le texte malgré tout encore trop illisible et j'ai eu d'ailleurs un gros, gros travail là-dessus de réécriture pour rendre le texte le plus accessible possible. Donc Ouais, bah, c'est ça tout l'est. ça, tu vois? C'est quand même hyper complexe la vulgarisation. Quand on veut faire les choses bien, c'est compliqué. Bah, c'est clair, ça l'est, puis en plus tu as des petites touches, d'humour quand même, dans le Ouais, bouquin. j'ai Auquel, beh, j'étais pas préparé en fait. Je me disais, tu vois, ça va être un truc très, carré, ça l'est, hein, en soi, hein, mais j'ai trouvé ça très sympa qu'il y ait des passages, très humoristiques quoi, avec ta ouais. façon, d'écrire et de présenter les choses.
Merci. Hem, Ton livre, il couvre plein de thématiques différentes. On parle, de temps en temps d'intelligence spirituelle. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que enfin, je sais pas si tu le sais, mais dans le domaine de l'éducation, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, on parle, de 7 ou 8 formes d'intelligence. On parle de l'intelligence Oui, Gardner. linguistique, voilà, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle, kinesthésique et cetera. Et j'ai pas entendu parler d'intelligence spirituelle. On parle même aussi d'intelligence émotionnelle. C'est quoi Mmh. l'intelligence spirituelle pour toi? Oui, alors justement, c'est ce que j'explique dans le chapitre qui parle de l'intelligence spirituelle, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on a identifié 3 formes d'intelligence. Donc l'intelligence, cognitive, qui est mesurée par le fameux QI, un test qui a ses limites, mais bon, c'est encore un autre sujet. L'intelligence émotionnelle, donc la capacité à accueillir nos émotions, les réguler, et cetera. Et l'intelligence dite spirituelle. Et l'intelligence spirituelle, alors, on pourrait dire presque que c'est l'intelligence de l'âme. Du OK. moi profond. C'est pas du tout un truc ésotérique, hein, d'ailleurs on peut faire preuve d'intelligence spirituelle sans être croyant, pour info. Il y a plein de composantes différentes à l'intelligence spirituelle et c'est par exemple la capacité à, considérer qu'un obstacle ou une difficulté, c'est une opportunité d'apprentissage. C'est la capacité à sacraliser le quotidien. Donc je vois un coucher de soleil et d'un seul coup, je me sens connectée à la magie de la vie et de la nature, Mmh. tu vois? C'est la Mmh. capacité à donner du sens à la vie, à se réfléchir aux grandes questions existentielles de pourquoi je suis là. Donc, tu vois, il y a plein de composantes différentes, et c'est une forme d'intelligence qui a, tout un tas de bénéfices et tu parlais de l'éducation et donc notamment pour les élèves et c'est ce que les chercheuses ont identifié, c'est que cette intelligence spirituelle, elle favorise les apprentissages parce que, elle va, aider les élèves à mobiliser des valeurs comme, la curiosité, l'exploration. Ça va les aider aussi, bah, encore une fois, à considérer que s'il y a eu une mauvaise note, un échec, un obstacle, eh bien, c'est OK, c'est une opportunité d'apprentissage, une Ouais, je vois. opportunité pour évoluer, se remettre en question et c'est aussi une intelligence qui va favoriser, leur motivation intrinsèque. C'est-à-dire que les gamins, grâce à cette intelligence, plutôt que de se dire: «Bah, je vais bien travailler pour avoir une bonne note», là, ce serait une motivation extrinsèque. Ils se disent: «Bah, en fait, je vais bien travailler parce que j'adore ça, j'adore apprendre et puis voilà, ça me permet de réfléchir, de ensuite d'en parler autour de moi et tout ça, de créer des débats et tout». Donc c'est vraiment une forme d'intelligence hyper intéressante dans les apprentissages et elle peut être cultivée. Elle peut être renforcée. Ouais, c'était la question que j'allais te poser, donc cultiver, ça veut dire qu'on peut l'apprendre? Alors l'apprendre, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut la développer. Il y a pas beaucoup de recherches là-dessus, mais il y en a, une notamment avec un programme, que les chercheurs et chercheuses ont mis en place, effectivement sur je ne sais plus combien de semaines, mais, qui visait, à renforcer l'intelligence spirituelle des personnes et on se rend compte que ça marche. Donc c'est un peu comme un muscle, qui peut, quand on va à la salle être renforcé, c'est pareil et un peu comme l'intelligence émotionnelle aussi d'ailleurs, hein, donc c'est plutôt Ouais, bien sûr. rassurant de savoir qu'on n'est pas Ouais, bien sûr. Ça me fait penser au livre de Florence Servan-Schreiber qui s'appelle, «Les 3 kiffs par jour». Je sais pas si ça te parle? non, je l'ai pas du Non? Bon, alors pour résumer, très synthétiquement, en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est que, imaginons, tous les soirs, tu te retrouves, je sais pas, avec, ton chéri, ta femme, peu importe qui c'est, quoi. Mais vous faites, le petit bilan de la journée et vous vous dites, 3 kiffs que vous avez eus dans la journée. Donc Mmh. 3 choses que vous avez appréciées. Et d'après ce qu'elle dit, si tu répètes cet exercice tous les jours pendant un certain laps de temps, alors on dit, de manière très large que, souvent il faudrait 21 jours, tu sais, pour ancrer une nouvelle habitude. Donc on va partir sur 21 jours, mais ça peut être beaucoup plus pour un autre individu. L'idée, c'est de le faire régulièrement. Ça développerait de nouvelles connexions, neuronales, ce qui nous permettrait d'avoir de plus en plus un regard positif et optimiste sur la vie. Donc Mmh. pas très loin de ce que tu dis. Le plus tu vas le muscler, tu vois? En fait, c'est comme si tu musclais un petit peu, ta façon de voir la vie quand tu fais 3 kills par jour. Oui, bien sûr. Oui, oui. Après, il y a tout un tas de techniques. Tu vois, je parlais un peu, tout à l'heure de gratitude et c'est pareil, il y a des petits exercices, j'en parle aussi dans le bouquin exprimer, sa gratitude et ça, on sait que c'est corrélé au bien-être psychologique. Mais encore une fois, attention et c'est pour ça que dans le bouquin, je pense qu'on va y revenir, j'ai aussi une un discours qui est assez politisé. C'est que moi, je me méfie quand même toujours des petites recettes miracles, quoi. OK. C'est-à-dire que tout ça sont des compétences qui peuvent être renforcées et c'est très bien de le savoir et c'est très bien de savoir que ça peut contribuer à une santé mentale résiliente et tout. Mais, ça peut aussi être un pansement sur une jambe de bois, tu vois? Si tu, Oui. par exemple, as un travail, avec des conditions de travail atroces, un manager qui te crie dessus en permanence et où tu es payé une misère,
Bon, Mmh. l'idée, ça va être plutôt, d'essayer d'agir à un niveau systémique, pour que les gens se sentent mieux et pas de les encourager à parler des 3 kiffs, tous les soirs ou de renforcer leur intelligence spirituelle, tu vois? Donc D'accord. faut faire attention et je crois toujours tenir compte, du contexte quand même. Ouais, bien sûr, ouais. Bon après c'est, toute, proportion gardée bien évidemment, hein. Ça Ouais, garantit pas que sûr. ta vie va être magique en faisant ça, hein. C'est Bah, toujours une ouais, petite ouais, ouais. période. C'est toujours bien de le rappeler, tu vois? C'est toujours Ouais, bien de ouais, le rappeler. Ouais. complètement, ouais. Dans ton livre d'ailleurs, ouais, tu évoques aussi la croissance post-traumatique. Ouais. J'en avais pas vraiment entendu parler, c'est quoi en fait pour toi? Donc la croissance post-traumatique, peut-être c'est intéressant pour comprendre ce que c'est de dire aussi d'où ça vient. Mmh. Ça a été conceptualisé dans les années 80. Donc en fait, il y a eu un accident dramatique, un ferry qui a chaviré en sortant, d'un port de Belgique, alors Zeebrugge, je crois, je vais sans doute pas bien prononcer le nom de cette ville. Il y avait 600 personnes à bord, il y a 200 personnes qui sont mortes et les autres qui ont survécu, mais donc qui ont vécu un trauma terrible parce qu'elles ont vu des personnes mourir autour d'elles, parce qu'elles ont été projetées dans l'eau glacée, parce qu'elles ont pu être prisonnières du ferry pendant qu'il coulait. Enfin bon, c'est juste atroce. Donc ces personnes-là, elles ont été référées à l'Institut psychiatrique de Londres suite, à cet accident, et elles ont été suivies jusqu'à 6 ans plus tard. Donc elles ont voilà, il y a eu une évaluation juste après l'accident, 3 ans après, 6 ans après, et ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que notamment 3 ans après, alors évidemment, il y avait tout un tas de personnes qui, vivaient encore les conséquences délétères, de l'accident, mais qui aussi faisaient part de certaines, conséquences positives. Ah pardon, j'ai un chat dans la gorge. Comme par exemple, elle disait, «Eh bien, moi aujourd'hui, j'ai une façon d'envisager, la vie qui est beaucoup plus, positive». Tu vois? Ce genre de choses. Donc les Mmh. chercheurs, ils s'attendaient évidemment pas du tout à ça et ils ont commencé à creuser un peu le sujet. Ils se sont dit: «Bah là, il y a un concept». C'est le concept de croissance post-traumatique. C'est cette idée que quand on vit un événement traumatisant, bien sûr, on peut subir les effets délétères et notamment un stress post-traumatique avec des flashbacks, des cauchemars et tout, mais aussi à terme, on peut avoir des bénéfices. Alors, par exemple, se rendre compte que, on est très soutenu par nos proches et qu'on peut compter sur nos proches. Se rendre compte qu'on a des ressources en nous insoupçonnées pour faire face à l'adversité. Se dire: «Eh ben, en fait, maintenant, je vais moins travailler et accorder plus de temps à mes proches parce que c'est ça qui est important dans la vie». Favoriser davantage l'instant présent. Enfin, tu vois? Une Ouais. façon, en fait, de, revoir la vie un petit peu différemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique et ça peut, encore une fois, tout à fait coexister avec les effets, délétères liés à un événement, traumatisant. Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a à peu près 50 des personnes qui ont vécu un trauma, qui vont vivre une croissance post-traumatique. Donc c'est pas rien, une personne Non, non, sur 2, c'est énorme. c'est clair, ouais. Est-ce qu'on peut parler de résilience? Non, en fait, la résilience en France, c'est un concept qu'on connaît, très bien, notamment par Boris Ah Boris? Ouais. Cyrulnik. Mmh. Mais en fait, la résilience, ça désigne, après l'événement traumatisant, heu, un retour à l'état psychologique d'avant. Donc l'idée, c'est la stabilité. Voilà, je vais réussir à retrouver le même état qu'avant, ce qui déjà est génial, hein. Et la Mmh. croissance traumatique, post-traumatique, ça va plus loin. L'idée, c'est une transformation. C'est-à-dire que après l'événement traumatisant, je vais acquérir certaines choses que je n'avais pas avant. Je vais grandir, je vais évoluer, hein. Donc ça Mmh. va plus loin que le concept de résilience et il y a des chercheurs d'ailleurs qui disent que certainement en France, on connaît très peu ce concept parce qu'il a été, jusqu'à présent, complètement éclipsé par le concept de résilience. Ouais, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne d'ailleurs, hein, pour ça, quoi. Alors non, Ouais. il y a tout un tas, tu fais bien de le dire, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent favoriser ou entraver, là encore une fois, la croissance post-traumatique. Par exemple, le genre, le fait d'être une femme, ça favorise la croissance post-traumatique. Alors me demande pas pourquoi, parce que pour l'instant, c'est encore un peu flou. Mmh. Le fait d'être jeune, certains traits de caractère comme l'optimisme, le fait de bénéficier de soutien social, le fait d'avoir la foi aussi, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je parle de ça dans le bouquin, parce que quand on est croyant, eh bien, c'est un des éléments qui peut favoriser, la croissance post-traumatique, parce qu'on va se dire: «Oui, mais bon, voilà, je sais que je suis soutenu et protégé par l'univers et cetera et que voilà, Mmh tout ça mh. va m'apprendre des choses», donc on arrive plus facilement à donner du sens et à avancer. Donc là, on n'est pas tous et toutes égaux et aussi, il faut bien préciser que le but des chercheurs et chercheuses, c'est pas du tout de glamouriser la souffrance ou, tu vois, de dire: «Bah, c'est super, on va se transcender par la souffrance, par le trauma». Pas du tout. C'est juste d'observer un phénomène qui existe, de l'analyser. Voilà, c'est tout. Oui, puis alors j'allais dire peut-être qu'après on peut en retirer même des tips, hein, pour ceux qui auraient pas cette facilité, après, quelque chose de traumatique. Peut-être qu'il y a des tips sur en tirer comme des,
pas des astuces, mais ouais, comme des conseils qu'on pourrait donner. C'est peut-être pas impossible. Au même titre que tout se muscle, peut-être qu'on peut muscler aussi cette partie, hein? Bah, ça, je pense que, effectivement, dans quelques années, tu vois, par exemple, dans les thérapies, là où aujourd'hui, quand une personne, elle arrive en thérapie avec un stress post-traumatique ou un trauma complexe, par exemple, on va privilégier l'EMDR, hein, une technique de thérapie pour l'aider à retraiter le trauma et à aller mieux. On pourra en parallèle peut-être, une fois qu'on y verra plus clair sur les éléments qui peuvent favoriser la croissance post-traumatique, eh bien, l'aider à développer cette croissance post-traumatique. Ça pourrait être aussi un levier, une ressource sur laquelle s'appuyer pour aider la personne à retrouver un bon équilibre psychologique, certainement. Ouais, je pense aussi, ouais. Tu sais, on parle de foi et moi, pour en discuter, autour de moi, de ce que j'ai pu observer pour les gens qui ont la foi, donc peu importe ce que c'est, hein, j'ai le sentiment qu'on est à peu près tous, égaux sur le sentiment de cette fin, qui nous attend tous, de mourir, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bon, on se prend pas trop la tête avec ça. C'est pas quelque chose qui nous inquiète, pour X raisons, hein. Et j'étais tombé sur des études qui étaient intéressantes où, justement pour les personnes qui sont dans le cas inverse, qui sont plutôt inquiètes de la mort, visiblement c'est comme si ça accélérait, d'une manière ou d'une autre, ta mort prochaine. Et Mmh. donc, en parlant de ça, ça me fait penser à ce que tu évoques dans ton livre où, tu parles de personnes qui disent recevoir des signes de leurs proches décédés. Mmh. Ouais. Alors ouais, c'est quoi les hypothèses formulées par la science pour expliquer ce phénomène? Ouais. Alors déjà, ces signes, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un rêve très réaliste, ça peut être d'un seul coup, je sens l'odeur du parfum de ma maman qui est décédée, ça peut être, un objet qui bouge alors que je viens de penser, à ma sœur. Ça peut être plein de choses différentes. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi c'est dû et on ne sait évidemment pas si c'est véritablement le signe d'une communication, hein. Il y a 3 hypothèses qui sont formulées, par les chercheurs pour expliquer ce phénomène. La première, c'est et c'est d'ailleurs celle qui prédomine actuellement dans la communauté scientifique, la première, c'est de dire que c'est un phénomène qui est vraiment, interne à la personne endeuillée. C'est un phénomène psychologique, potentiellement une hallucination ou en tout cas une création de son cerveau. Voilà. Mmh. Sauf que ça, c'est pas du tout une hypothèse qui est bien acceptée par les personnes endeuillées qui vivent ces phénomènes de communication et elles sont nombreuses, hein. C'est un tiers des personnes endeuillées qui vivent une ou des communications de la part de leurs proches disparus, donc c'est beaucoup. Ouais. Et ces personnes-là, elles rejettent complètement cette hypothèse et il faut dire aussi que, tu vois, je suis tombée sur une recherche, qui a étudié ça et il y a 24 des personnes qui ont reçu ce type de signe qui expliquent qu'en fait, elles ont reçu des informations de la part de leurs proches disparus qu'elles ignoraient auparavant. Par exemple, Mmh. un homme qui dit: «Bah, voilà, moi, mon compagnon est décédé» et je crois que c'était par un rêve, son compagnon lui a dit: «Bah, écoute, il y a des négatifs de photos à tel endroit, dans tel placard et cetera. Je voudrais que tu les récupères» et il Bah, avait c'est bien. jamais Mmh. entendu parler de ces négatifs de photos. Mmh mh. On pourrait dire: «Ah bah, ils affabulent et tout», ils ont aucun intérêt à affabuler, tu vois? Ils sont, anonymisés dans les recherches, enfin je veux dire, ils ont rien à gagner, juste ils racontent ce qui leur est arrivé ces Ouais, gens-là. ouais, 24 c'est énorme. Donc comment on sûr. explique ça avec cette hypothèse? On ne peut pas. Donc deuxième hypothèse, pour l'instant, le modèle, qui prédomine, c'est le modèle, productif où on va considérer que, tu vois, c'est le cerveau qui produit la conscience. Donc la conscience, c'est le produit de tout un tas de mécanismes neuronaux et que donc quand on meurt, la conscience ne peut pas continuer à exister parce que le cerveau est mort. Sauf qu'il y a un autre modèle qui existe et en vérité pour l'instant on ne sait pas, hein, ce sont juste des modèles explicatifs. Un autre modèle qui existe, qui est le modèle transmissif, où on va considérer que le cerveau, il va capter certaines fréquences. Un peu comme un poste de radio. Tu vois, le poste de radio, il va pas créer les fréquences de radio, il capte certaines fréquences de radio. Et ben là, avec le modèle transmissif, c'est pareil. On se dit le cerveau, c'est comme un poste de radio qui peut capter telle ou telle fréquence de conscience, une conscience préexistante. Et donc, quand on meurt, eh bien, la conscience, elle persiste. Et donc, si on croit à cette deuxième hypothèse du modèle transmissif de la conscience, alors on se dit que les signes qu'on reçoit de nos proches disparus, c'est une communication par télépathie. C'est une hypothèse. Mmh. OK. Troisième hypothèse, là, c'est de dire que ces signes, ça serait plutôt une matérialisation physique temporaire d'une forme subtile ou énergétique, du défunt. Donc, tu vois, je te donnais l'exemple tout à l'heure de je pense à ma sœur décédée et d'un seul coup, j'ai les lumières chez moi qui grésillent ou un objet qui tombe par terre. Et ben, c'est comme si elle avait pu temporairement manifester quelque chose physiquement dans ce monde-là. Je vois. Aujourd'hui, le débat reste entier, on ne sait pas. C'est les 3 hypothèses qui sont avancées. Le Ah OK. mystère, n'est pas percé, quoi.
OK, ouais, donc il y a pas vraiment de preuves, on va dire, scientifiques qui valident le procédé. Par contre, on a probablement des millions de personnes qui vivent ce Tout type à de fait. phénomène. Ouais. Tout OK. à fait et ce qui est compliqué, c'est que ces personnes-là, ça leur fait beaucoup de bien de vivre ces communications avec, leurs proches décédés. Ça peut être une, mais ça peut être plusieurs. Il y a plein de gens qui disent: «Mais en fait, moi, ça n'arrête pas depuis que depuis qu'il est mort, j'en rêve, je sens son parfum. Enfin voilà, l'autre jour, j'ai l'impression qu'il me faisait un câlin». Enfin, souvent, c'est Mmh. d'ailleurs plusieurs expériences de communication, hein et c'est difficile d'en parler parce Oui. que ça va être accueilli, bah, soit avec, scepticisme, soit avec, mépris, alors que ces gens-là, ça leur fait du bien, ça les réconforte. Ils viennent de Bah, vivre oui. quelque chose d'horrible, ils viennent de perdre quelqu'un qu'ils aimaient et pouvoir, grâce à ces communications, sentir que le lien perdure. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la théorie du lien continu dans le deuil, hein. C'est de se Mmh. dire que, bah, la personne, elle a disparu, mais le lien demeure, juste il se transforme, il est différent. Bah, ça, c'est hyper important. Donc voilà, pour le processus de deuil, c'est super chouette, quoi. Donc là aussi, c'est quelque chose qui devrait être, accueilli, je pense. Oui, complètement. Ça me fait penser, pardon, aux médiums, ou on peut leur donner d'autres titres, hein. En tout cas, ces personnes, qui auraient la capacité justement de voir, des personnes décédées. Tout à l'heure, là, tu parlais, dans tes hypothèses, notamment de fréquences, tu sais, de vibrations, quoi, heu Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces phénomènes? Parce que c'est pareil, il y a quand même des milliers de personnes qui semblent vivre cette expérience-là. Moi, je Mmh. me dis que plus il y a de personnes qui vivent des expériences, bah, moins on peut, rejeter, en fait, l'information. Après, qu'elle soit vraie ou pas, qu'elle soit prouvée ou pas scientifiquement, ça reste un fait. C'est-à-dire, il y a des milliers de personnes qui vivent, ce type de phénomène. Toi, tu en penses quoi de ça? Alors effectivement, j'en parle un peu dans le bouquin, c'est-à-dire qu'à la fois je parle des expériences de communication spontanées et aussi de certaines expériences de communication qui peuvent être induites. Donc il y a des techniques qui existent, qui, permettent de favoriser les communications avec les défunts. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je parle aussi, parfois des, intermédiaires auxquels on peut avoir recours et notamment des médiums. Alors là, c'est pareil, c'est compliqué parce qu'il y a aussi plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est vraiment une vraie communication par télépathie? Et dans ces cas-là, ça suppose que le modèle transmissif de la conscience serait le bon modèle. Est-ce que c'est juste des personnes qui sont très douées pour repérer des micro-signes dans le non-verbal et tout ça et en retirer des informations? Est-ce que c'est juste un heureux hasard? Il y a plein d'hypothèses. Pareil, on n'a pas, statué. Mais ce qui est hyper intéressant et c'est ce que tu dis, c'est qu'on a de plus en plus de témoignages de personnes sur ça, mais aussi sur les expériences de mort imminente dont je parle aussi d'ailleurs dans le bouquin et que donc on ne peut plus ignorer qu'il y a quand même des choses qui nous interpellent, qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui avec les Mmh. modèles, dominants au sein de la communauté scientifique. Donc ça nous questionne sur la nature de la conscience, C'est entre ça. autres, hein. Par contre, Et moi peut-être j'ai pas la réponse à ça, hein, mais je trouve ça bah, non, déjà c'est juste ça, ouais. génial qu'on justement qu'on ne sache pas en vérité. Ouais. Non, mais par contre, je me dis, on peut faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas remettre en question une expérience qui a été vécue par quelqu'un, si à partir du moment où, tu sens qu'il y a, pas un trauma, mais tu sens quand même que ça a été une expérience très forte et mystique ou pas, mais qui le chamboule, je pense qu'on si on a un minimum d'ouverture d'esprit, on peut déjà, au moins, ne pas le remettre en question, quoi. Oui, bien sûr et puis après, c'est pareil, est-ce que la personne, ça lui fait du bien ou pas? Parce Ouais. que là aussi, il faut faire attention, tu vois? Il peut y avoir des bouffées délirantes, il peut y avoir plein de choses différentes, mais ça, je veux dire, c'est pas notre rôle à nous, c'est plutôt le rôle du thérapeute de voir ce qu'il en est et si effectivement la personne est en train de décompenser, de pouvoir l'accompagner. Mais si Mmh. c'est juste quelqu'un qui dit: «Bah, voilà, moi j'ai rêvé de ma grand-mère, ça me fait énormément de bien, je sens qu'elle est toujours présente, donc tous les soirs, j'allume une petite bougie et tout ça». Bah, c'est génial et effectivement, comme tu le dis, bah, voilà, on peut juste, l'entendre et entendre qu'il y a des choses qui dépassent aujourd'hui notre compréhension, du monde. Tout à fait, ouais. Puis c'est que le début, hein, donc j'imagine, je sais pas si tu as entendu parler de ce gars, donc je perds tout le temps son nom. C'est un jeune Français, enfin, maintenant il a quand même 10 ans de plus parce que je crois que ça fait 10 ans qu'il est suivi par une scientifique, qui dit, avoir la possibilité d'extraire sa conscience quand il veut. De faire des sorties de corps? Ouais, ça te Ah parle? ouais. Non, Non? non, j'ai lu des trucs sur les sorties de corps, mais non, lui spécifiquement, non, j'avoue que ça me parle Ah, pas. je perds son prénom, j'en parlais ce week-end justement avec une amie, j'ai oublié de rechercher derrière pour me rappeler de son prénom parce que c'est assez dingue en fait qu'on l'aurait même mesuré, donc cette scientifique, je crois que ça fait une dizaine d'années qu'elle fait des études, elle aurait même mesuré le poids de la conscience. Il y a un film qui est sorti qui s'appelle 21 grammes, qui est autour de ça
Donc notamment, elle mène une expérience où le gars, il est sur une chaise, il est, lui-même sur une balance et donc au moment où, visiblement, il extrait sa conscience de son corps, bon, bah, le poids de la balance diminue et quand il revient, bah, le poids de la balance remonte. Pas immédiatement, il faut compter à peu près 1 heure pour que son poids, de base, quoi, revienne à la norme. Mmh. Alors bon, ça démontre, rien, mais ouais, s faut que je regarde parce que là, j'avoue que je connais pas, OK. mais bon, tu vois, cette histoire de poids de balance, ça peut être expliqué par beaucoup d'autres choses et c'est ça qui est D'accord. complexe, c'est qu'en fait, pour pouvoir, là, c'est une corrélation. C'est-à-dire qu'il dit que sa conscience s'en va et le poids de la balance change, c'est 2 variables qui évoluent en même temps. Mais pour dire que ce serait une causalité, que l'un provoque l'autre, on aurait besoin notamment d'isoler toutes les autres variables, d'être sûr que c'est vraiment le fait que sa conscience s'en aille qui joue sur la balance. Ça, aujourd'hui, je Oui, pense bien qu'on n'est sûr, pas bien capable sûr. de le dire. Donc tu vois, c'est ça aussi où on est c'est pas évident, hein, de Ah, c'est évident. pouvoir, Mais, je vais essayer étudier de retrouver ces phénomènes, ouais. je vais essayer de retrouver son nom et son prénom, je te l'enverrai parce que c'est assez passionnant les études qu'elle fait, cette dame. Tu sais le terme spiritualité en France, il est très compliqué et je suis bien placé pour en parler parce que moi, ça fait 25 ans que je développe mes activités dans le monde de la connaissance de soi et puis de l'éducation et on voit bien encore à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas moi de ce que j'observe, hein, que c'est difficile encore à l'heure d'aujourd'hui d'employer le mot spiritualité. C'est très, très mal vu, quoi. Et toi, tu parles de spiritualité au travail Mmh. et tu es assez critique d'ailleurs, à son égard, il y a une raison? Oui, alors la spiritualité au travail, c'est pareil, ça fait partie des concepts qui sont étudiés par les chercheurs et chercheuses. En France, on entend encore une fois pas du tout parler, à ma connaissance. L'idée, c'est que le travailleur ou la travailleuse a une vie intérieure qui est nourri par le travail ou qui nourrit son travail et que ce travail, il a du sens et il s'exerce au sein d'une communauté. Donc en gros, il y a 3 composantes, c'est la vie intérieure, le sens, la communauté. Alors dit comme ça, tout le monde signe tout de suite parce que qui n'a pas envie, tu vois, d'avoir un travail qui a du sens, où tu peux mobiliser ta vie intérieure, où tu as des chouettes collègues qui sont hyper soutenants et tout, évidemment que c'est chouette. Mais le problème, c'est que ce genre de concept peut très vite être instrumentalisé au service du capitalisme. On est quand même, dans un contexte bien spécifique où, depuis quelques années déjà, on va essayer de capter la vie intérieure des salariés pour la mettre au service de la productivité. C'est un peu, la même chose avec tu vois, les nouvelles méthodes de management là où, on est une grande famille, on se tutoie, il y a le baby-foot, au milieu de l'open space et cetera. Mmh, Mais en mmh mh. réalité, la pression, elle reste la même et c'est juste pour faire en sorte que tu bosses 12 heures par jour parce que, soi-disant, on est une grande famille, quoi, hein. Mmh. Donc il faut faire attention parce que je crois que c'est aussi le genre de concept qui peut vraiment être réapproprié, et finalement faire plus de mal que de bien. Mais quand c'est vraiment ancré dans des pratiques de responsabilité sociale, et il y a des entreprises qui le font, c'est-à-dire par exemple qui, reversent une partie de leurs bénéfices à des œuvres caritatives ou qui vont allouer des jours de congés payés à leurs salariés pour que leurs salariés puissent faire du bénévolat, au sein de leur communauté. Bah, ça, c'est le genre de choses, moi je trouve ça hyper intéressant. Là, c'est vraiment pratico-pratique et c'est vraiment, dans une logique de responsabilité sociale, tu vois? Ouais, ouais. Mais sinon, j ça peut là encore, on parlait de pansement sur une jambe de bois tout à l'heure, ça peut aussi très vite être ça. C'est-à-dire que, dans une organisation, hyper violente, où, les personnes finissent en burn-out, si on leur paye des cours de yoga toutes les semaines, c'est pas tu vois? Je pense qu'apprendre aux gens à mieux gérer leur stress, c'est pas la priorité dans ces cas-là. La priorité, c'est de revoir l'organisation du travail. Donc je pense qu'il faut se méfier un petit peu de l'individualisation aussi de problèmes qui sont finalement, liés à des causes systémiques, quoi. Ouais, mais est-ce que ce serait pas non plus, je le mets entre guillemets, hein, une responsabilité plutôt sociétale? Oui et des organisations. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais bon, pour que ça bouge à ce niveau-là, c'est long, c'est fastidieux, quoi, tu vois? Mmh. C'est ça, ouais. C'est pour ça d'ailleurs, hein, à défaut de me répéter, que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que moi, de mon prisme, je me dis: «Putain, si on mettait, beaucoup plus, d'énergie à intégrer le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible», Mmh. je suis convaincu qu'on serait dans une société très différente. Ouais, la régulation des émotions. Moi, Ouais, j'aurais tellement aimé apprendre ça à l'école. c'est Ouais, clair. ouais. Je crois que c'est la première fois que je lis dans un livre qui parle de spiritualité et qui est en même temps traversé par des réflexions critiques et politiques. Mmh. Tu parles du capitalisme, d'appropriation des savoirs indigènes, de féminisme. Pourquoi c'est important pour toi que le livre soit traversé par une conscience politique?
Je crois que c'est hyper important et justement, ça fait une bonne transition, tu vois, avec ce qu'on vient de dire parce qu'on a quand même cette fâcheuse tendance à, encore une fois, individualiser des problèmes qui sont systémiques. C'est-à-dire que, alors qu'on vit dans un monde, avec quand même un certain nombre de tensions, des inégalités, des injustices, de la précarité, on voit bien, hein, en plus, une inflation galopante, et cetera. Évidemment que ça nous pèse, évidemment que ça peut jouer sur notre santé mentale et on se retrouve à être encouragés, chacun de son côté, à bricoler notre équilibre et notre bonheur à coups de, méditation, cours de yoga et cetera. Ça, moi, ça me pose un problème quand la spiritualité, ça devient un espèce d'outil de développement personnel pour qu'on arrive finalement à tenir dans un système qui est maltraitant. Mmh. Là, je crois que vraiment c'est dévoyer complètement, l'essence de la spiritualité. Hem, Mmh. donc c'est important pour moi de le dire et c'est un milieu, tu vois, quand c'est en lien avec le développement personnel et tout ça, qui est finalement traversé par les mêmes rapports de force que tout le reste, avec tout un tas de dérives et d'inégalités aussi et par exemple, quand je parle des psychédéliques dans le bouquin, je dis que les psychédéliques, leur usage, il est ancré, dans les peuples indigènes, dans les populations indigènes et le fameux mycologue Gordon Wasson, qui est le premier occidental à avoir parlé des champignons magiques, c'était aux États-Unis, on le présente comme étant celui qui a découvert les champignons magiques. Je suis désolée, il a rien découvert du tout pour les peuples, tu vois, de Mazatec, chez qui il a été consommé, notamment Maria Sabina, qui était une femme guérisseuse qui l'a initié. C'est comme quand on dit de Christophe Colomb qu'il a découvert l'Amérique. Donc il y a aussi une réappropriation des savoirs indigènes. Donc tout ça, je pense que c'est important d'en parler et quand je fais de la vulgarisation scientifique, pour moi, vulgariser, ça veut dire contextualiser, tu vois? Ouais. Si je Mmh. te parle, des résultats d'une étude sur la psilocybine, mais sans te dire: «Bah, attention, hein, quand même, il y a des voilà, petits points de vigilance sur l'appropriation des savoirs indigènes, sur l'invisibilisation, du travail des femmes et notamment des femmes chercheuses, dans ce champ académique», bah, j'estime que je ferai pas bien mon travail, en fait. Ouais. Donc voilà, tout est lié et le contexte, il est hyper important. Ouais, tu prêches, un convaincu. Ce livre est un petit ovni parce que, tu y mélanges de la vulgarisation, des témoignages, des références à la pop culture et notamment à la famille, Kardashian, ce qui revient quand même assez souvent, dans le livre, Mmh. et aussi, comme on vient de le dire, des réflexions politiques. Il ne rentre dans aucune case. Est-ce que c'est le reflet de ta neurodivergence? Eh ben, je pense parce que, donc effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, moi, je suis autiste et TDAH. J'ai un système de pensée qui va faire des liens, entre plein de choses différentes. J'aime bien toujours essayer d'avoir une vision d'ensemble. J'aime bien aussi avoir, une vision critique. Donc j'ai un peu ce côté intello politisé et tout et en même temps, moi, j'adore la télé-réalité, j'adore les Kardashians, elles me font trop rire et je crois que tout ça a le droit de coexister. Et c'est vrai que moi-même, dans ma façon d'être au monde et dans ma façon de travailler, déjà, je rentre dans aucune case. C'est pas un truc que je revendique, j'en suis pas fière ni rien, mais c'est juste un état de fait. Et donc, je crois que forcément, ça se sent dans mon travail. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que je touche à plein de sujets différents, avec plein de médiums différents, les livres, le podcast, les conférences, et cetera, parce que j'ai toujours besoin de nouveautés, j'ai toujours besoin d'être stimulée. Et donc, quand je travaille dans mes livres, en général, ça se ressent, parce que, ouais, ils sont inclassables, quoi. Heu, Bah, voilà, moi, je c'est m'y comme retrouve. Moi, je m'y retrouve beaucoup, hein, tu sais, enfin, je sais pas si tu le sais d'ailleurs, moi, je suis dyslexique et dysorthographique et HPE, HPI. Donc, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, quoi. Et d'ailleurs, c'était, une réflexion qu'on avait là, ce week-end avec une amie. Moi, j'ai l'impression, tu sais, moi, je suis né en 78 ça. et dans la classe, j'étais le seul, neuroatypique et là, de plus en plus, à l'heure d'aujourd'hui, on dit qu'il y a, je sais pas, pour synthétiser, peut-être, la moitié d'une classe de 30 élèves, qui seraient, neuroatypiques. Comme s'il y avait de plus en plus de neuroatypiques. Et moi, j'ai l'impression qu'en réalité, je pense qu'il y a toujours eu déjà beaucoup de neuroatypiques, sur notre petite planète et donc du coup, je me suis même demandé si finalement neuroatypique, c'était pas la norme, quoi. Ouais, ouais, bah, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois que notre seule existence, elle est révolutionnaire, tu vois? Ah Heu, ouais? C'est-à-dire? c'est-à-dire que juste le fait d'incarner une différence, une façon d'être au monde différente, une façon de fonctionner différente, comme je le disais, tu vois, de rentrer dans aucune case et tout, bah, rien que ça, c'est révolutionnaire parce que ça montre aussi qu'une autre voie est possible et ça vient aussi
pointer du doigt les failles d'un système. Tu vois, moi, typiquement, je suis tellement atypique que j'ai jamais réussi à trouver ma place, que ce soit dans le public ou dans le privé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille à mon compte. Et je suis contente de travailler à mon compte, mais c'était presque un choix par défaut parce que j'ai jamais réussi à trouver un environnement qui me permette de travailler dans de bonnes conditions et d'exprimer mon potentiel. Donc je crois que le simple fait d'être là, eh bien, et bon, c'est pas toujours facile pour nous à porter, hein, mais ça vient pointer du doigt aussi tous les dysfonctionnements, tout ce qui ne fonctionne pas, que ce soit à l'école, dans les entreprises ou autres, pour accueillir les personnes différentes, quoi. Ah ouais, c'est clair. Hem et je crois aussi que, tu vois, moi, aujourd'hui, je vis seule, je suis pas en couple, j'ai pas eu d'enfant, mais vraiment par choix parce que c'est la vie qui me convient et rien que ça, et typiquement pour ma nièce qui a 14 ans, ça lui montre aussi un autre modèle de vie de Oui, femme. oui, Ouais, tu pas obligé en fait de te marier et de faire des gamins, tu vois? ouais. Donc c'est en ça que je dis que notre seule existence, elle est révolutionnaire parce qu'on incarne un truc qui est radicalement, différent, quoi. Mais complètement, ouais. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu l'impression d'être à contresens de la société, quoi. Mmh. Ah bah, À complètement. tout Ah ouais, on est d'accord, hein, à tous les niveaux, quoi. En termes de réflexion, ouais, de vision du monde, de créativité, de mise en pratique aussi, et je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de neuroatypies, comme nous qui sont aussi auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise parce que justement, ils rentrent pas dans les cases et que c'est compliqué, pour nous, j'allais dire, d'évoluer dans un système qui est pas vraiment adapté, quoi. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est dangereux parce que tu vois, moi, souvent, je me questionne sur, le risque de la précarité, quoi. Et je me C'est-à-dire? dis: «Est-ce que dans 10 ans, j'arriverai toujours à être pertinente et à gagner ma vie en étant indépendante?» C'est pas évident aussi, ça nous fragilise vachement Mmh. ce statut. Ah bah, c'est là où il faut cultiver l'optimisme. Ouais, ouais et aussi peut-être, repenser la société, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, Tu en vois? tout cas, moi, à mon niveau, j'espère y participer. Je me dis, dans nos actions, on doit forcément de manière, directe ou indirecte à participer à tout ça en semant des graines justement de tu vois, de conscience, de changer un peu nos regards sur beaucoup de choses et moi, je suis convaincu de ça. Je me dis que, toi, tu le fais aussi forcément à ton niveau d'une manière ou d'une autre Mmh. et que c'est un peu comme si c'était notre «responsabilité citoyenne» entre guillemets à chacun d'entre nous, quoi. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu aussi lourd à porter, quoi. Ouais, Heu, ça peut effectivement, hein. On peut se sentir seul parfois. ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. J'ai une dernière petite question pour toi, Julie. Tu sais, on est sur le podcast, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi le bonheur pour toi? Et justement, je crois que pour moi, le bonheur, c'est d'avoir ce luxe de pouvoir, vivre en étant complètement aligné avec mon fonctionnement et mes valeurs, quoi. Mmh. C'est-à-dire pas, tu vois, me contorsionner, me plier en 4 pour rentrer dans un moule, mais pouvoir, moi, me construire vraiment mon propre, chemin. Et ça, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, hein. Évidemment, j'ai aussi conscience que j'ai eu beaucoup de privilèges dans ma vie qui m'ont permis de le faire, mais ça, je crois que vraiment ouais, c'est un grand bonheur pour moi. Mmh. Merci Julie. Merci à T toi. ton livre, «Qu'est-ce que vous croyez?» Une enquête scientifique mais pas chiante sur les bienfaits, de la spiritualité, on le retrouve, partout? Oui, dans toutes les Ouais? librairies et en ligne. OK, OK. Il est aussi, sur Amazon, j'imagine? Oui, Ouais, Fnac.com aussi, enfin, je crois, ouais, il est vraiment partout. OK, OK. Il existe en audio? Il existe aussi en audiobook, tout à fait. OK, trop bien. C'est toi qui, tu posé la voix dessus? Non, c'est pas moi. Non, non. OK. Ouais, ouais, moi la maison d'édition Erol aussi m'avait proposé ça pour mon premier bouquin. Il m'avait demandé de poser ma voix et en fait pour moi c'est un métier, hein, de de faire ça. C'est vrai. Ouais. Du coup non, j'ai décliné, mais du coup c'était hyper intéressant. Ils m'ont envoyé plein de voix en fait d'hommes, dont c'est le métier, hein, de lire des bouquins et je sais pas si tu as assisté à ça, mais je trouve que c'est impressionnant la diction qu'ils ont, quoi. C'est une Ah bah, perfection, c'est comme tu dis, ouais, c'est un métier à part entière, c'est clair. c'est C'est clair. impressionnant, ouais. Écoute, ouais, merci beaucoup Julie, c'était passionnant. Je te Merci à souhaite, toi. plein de bonnes choses, hein, pour la suite et je te Merci. dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous.
Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.